1975. Une famille emménage dans une maison où un homme a assassiné froidement ses parents et ses frères et sœurs. Peu après, il fuit en pleine nuit, terrifié par des entités démoniaques. Écrivain, journaliste, scénariste s'empare de l'histoire et crée l'une des plus grandes franchises d'horreur. Et le monde entier y croit. Et si je vous disais que tout ça, ce n'est que possiblement qu'une énorme mise en scène. Le 13 novembre 1974, Ronald DeFeo Jr. se rend dans un bar du Long Island, situé dans la localité d'Amityville, New York, aux États-Unis. Il entre de manière affolée et il crie aux gens de l'aider. Il demande à ce qu'on appelle la police car sa famille a été assassinée. Se présentant en victime face aux autorités, Ronald DeFeo Jr. Prétend que c'est un cambrioleur qui aurait tué toute sa famille. N'ayant repéré aucune trace d'entrée par effraction ou de lutte, les policiers n'en croient pas un mot et vont diriger leurs soupçons vers le jeune homme de 23 ans. En plus, il y avait beaucoup d'incohérences en fait dans les multiples scénarios qui avaient été présentés là, par le suspect. Après avoir tenté tous les moyens finalement de prouver qu'il n'était pas l'assassin, il a fini par faire ses aveux. Et c'est donc dans la nuit et dans la maison du 112 Ocean Avenue qu'il a froidement assassiné dans leur sommeil ses deux parents et ses frères et sœurs avec une carabine Marlin calibre 35. Ronald a évoqué que ce sont des voix qui l'ont... des voix dans sa tête en fait, qui l'ont poussé à commettre ces gestes-là. Mais il n'y a rien qui nous prouve la véracité de ces paroles-là. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été mises sur la table, donc que ce soit des abus de drogue, que ce soit des conflits familiaux, des problèmes mentaux aussi, ça n'a pas été écarté. Néanmoins, il fut reconnu coupable et sera condamné à 6 peines d'emprisonnement à perpétuité ou de 25 ans en fait. La maison, ayant été mise à vendre après les événements, a trouvé preneur à peu près 1 an suivant l'assassinat de la famille DeFeo. Donc c'est George et Kathy Lutz qui vont flairer la bonne affaire, car ils vont mettre la main sur la maison au prix modique à l'époque de 80 000 $ US, alors que cette demeure-là valait approximativement dans un quartier similaire entre les 110 et 120 000 $. Évidemment, le prix a été revu à la baisse en fonction des événements que je viens de vous raconter. Mais seulement pour vous donner une idée de la valeur de la maison réelle actuellement en 2025, en fait en 2023, la maison a été revendue et elle a été vendue pour la modique somme d'environ 1,5 million de dollars. Avec 6 chambres, 3 salles de bain, un quai privé, un garage à bateau, c'était évidemment pour la famille Lutz l'endroit idéal pour y passer une vie conviviale et pour George et Kathy d'élever leurs 3 enfants finalement dans un quartier aisé. Je vais vous résumer les faits, pas nécessairement chronologiquement, mais je vais vous faire une espèce de melting pot finalement des événements traumatiques qui ont été vécus dans la maison durant le séjour des Lutz, que ce soit par la famille ou par des acteurs importants de l'histoire. Au début, Kathy a contacté un prêtre pour faire bénir la maison. C'était une tradition assez commune à l'époque. C'était pas nécessairement parce qu'elle sentait qu'il y avait une énergie négative ou démoniaque au sein de l'édifice. C'est réellement parce que c'était monnaie courante à l'époque finalement pour une famille d'avoir une nouvelle demeure, de faire bénir la maison par un prêtre de la région. Il n'aura pas la chance d'aller bien loin. Il va se faire enfermer dans une chambre de la maison. Il va être agressé par des mouches, par plusieurs mouches en fait, qui vont vraiment là, s'installer partout sur lui. Et l'entité va finir par lui demander de sortir d'ici, donc vraiment de quitter les lieux rapidement. Le prêtre a été pris de nausée, il a quitté précipitamment la maison. Effectivement, il aurait vécu un sentiment persistant d'oppression,
des cloques aux mains, de la fièvre, suivant les événements, lorsqu'il avait quitté finalement le domicile. C'est dès les premières nuits là, que la famille Kloss s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de problématique au sein de la maison. On entendait des bruits qui résonnaient, des meubles qui se déplaçaient tout seuls, des portes et des fenêtres qui claquaient. On a même vu une croix qui se retournait d'elle-même sur le mur. Oui, comme dans Conjuring The Enfield Case. Cathy va accuser George. George va nier farouchement les faits que c'est pas lui qui a retourné le crucifix sur le mur. Et c'est quelques jours plus tard que le crucifix va se retourner encore. Et d'après certains dires, il y aurait eu l'inscription « Will you stop » qui a accompagné cet événement-là. Donc, quand vas-tu arrêter ou quand allez-vous arrêter? La fille de Cathy, Missy, qui est âgée de 5 ans, va partager un événement assez troublant. Elle va parler d'un ami imaginaire, donc je vous rassure, à 5 ans, c'est tout à fait normal d'avoir un ami imaginaire. Cependant, avoir un ami imaginaire qui est décrit comme un cochon au train humanoïde avec des yeux rouges, c'est un petit peu plus spécial. Et d'ailleurs, on se demande s'il était vraiment imaginaire parce que George et Cathy auraient aperçu les yeux au travers de la fenêtre de la chambre de Missy. Une de mes parties préférées de cette histoire-là, c'est la découverte d'une fameuse pièce dans le sous-sol de la maison. Une pièce qui était entièrement peinturée de rouge sang vif. Et les Lutz ne semblaient pas être au courant du tout de la présence de cette pièce-là. Cathy va même affirmer que l'agent immobilier ou même les plans architecturaux de la maison ne présentaient aucun signe que cette pièce faisait partie intégrante du sous-sol. La pièce ne contient rien, mais semble dégager une sensation très oppressante. Le chien de la famille, Harry, lorsqu'il s'en approche, mais il refuse de s'en approcher et il grogne à chaque fois qu'il est face à cette fameuse pièce rouge. George, quant à lui, s'est dit se sentir observé, sentir un poids finalement sur lui, comme si l'air était vraiment plus lourd et que ça lui pesait sur la poitrine. Certaines théories, notamment celle d'Ed et Lauren Warren que vous connaissez sûrement, je vais en reparler d'eux un petit peu plus tard, disent que cette pièce-là aurait probablement servi comme une espèce de portail, de nexus, un lieu de rituel ou un lieu de passage spirituel. Les nuits devenaient de plus en plus terrifiantes au fur et à mesure que les jours passaient. George affirma même avoir vu une silhouette encapuchonnée sortir de la cheminée. Il aurait aussi trouvé d'espèces de traces de sabots fraîchement déposées sur la neige à l'extérieur de la maison, tout près de en dessous de la fenêtre de la chambre de Missy, qui voyait justement son ami imaginaire, là, le fameux cochon qu'on parlait tout à l'heure. Mais étant dans un quartier aisé et sur le bord de l'eau, rien ne pouvait expliquer qu'un animal du genre, avec des sabots comme ceux-là qui étaient imprimés dans la neige, pouvait avoir passé par là. Parlant de George, c'était quelqu'un qui était, avant tous ces événements, quelqu'un de très calme, de très posé, mais il s'est mis à changer. Il est devenu irritable. Il est devenu hypnotisé par le feu, renfermé sur lui-même. Il passait même des heures et des heures en avant de la cheminée. Chaque nuit, il se réveillait vers 3h15 et c'est l'heure approximative à laquelle les DeFeo avaient été assassinés. D'ailleurs, dans le film de Stuart Rosenberg de 1979, The Amityville Horror, on va remarquer que George est plus souvent qu'autrement frigorifié à l'intérieur de la maison, alors que pour les autres membres de la famille, on semble pas avoir de problème de ce côté-là. Il va y avoir d'autres événements aussi à l'intérieur de la maison, comme des odeurs nauséabondes qui sont présentes dans le domicile, mais sans aucune raison apparente. Les murs vont suinter une espèce de liquide très apparent au sang. Les toilettes, quant à elles, vont être couvertes d'une espèce de substance noire visqueuse. On parlait de George tout à l'heure, mais il y a aussi Cathy qui a vécu des événements assez problématiques.
Elle se sentait souvent observée, mais il y a une nuit qu'elle va être simplement projetée dans un mur invisible. Il y a même un matin, George va voir Cathy et en fait va la voir comme une femme très vieille et ridée pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il se ressaisisse, j'imagine, et qu'il revoie sa femme avec qui il partage sa vie. La famille Lutz en a eu assez. Après 28 jours, ils ont décidé de fuir le domicile. C'est en mars 1976 que les démonologues Ed et Lorraine Warren vont visiter la maison avec une équipe. Ils vont soutenir qu'il y a une présence d'une entité fortement démoniaque qui est littéralement ancrée dans les fondations de la maison. Lorraine va aussi soutenir qu'elle aurait eu des visions du meurtre de la famille DeFeo. On peut voir d'ailleurs une illustration en fait là, de ces visions-là dans le second opus de Conjuring The Enfield Case. Et c'est en 1977 que le récit de la famille Lutz va être mis sur papier grâce à Jay Henson, qui va publier The Amityville Horror, qui recense l'histoire et les événements que la famille Lutz ont vécu au sein du 112 Ocean Avenue à Amityville. Sauf que le 14 janvier 1976, George, Cathy et leurs enfants vont fuir la maison. Ils vont amener à peine quelques affaires. Les meubles, les vêtements, les souvenirs vont rester à l'intérieur de la maison. La maison est vraiment laissée dans l'état d'une famille qui a fui par la peur d'une entité quelconque ou d'une énergie qui est venue aggraver leur quotidien. En apparence, c'était vraiment la fuite d'une famille terrorisée par l'invisible. Mais à mesure que leur récit captait l'attention des médias, on s'est mis à avoir des doutes. Et ces doutes ont fini par fusionner avec l'incohérence. Peu après le départ des Lutz, il n'y a eu aucun rapport de police qui a été déposé. Pas d'appel au 911, pas de recours à un service religieux structuré, aucun rapport de police, rien n'a été fait pour démontrer que la famille a été mise en danger et pour expliquer pourquoi ils ont fui cette maison-là après même pas un mois. Puis pourtant, selon leur dire, les murs vibraient de coups sourds, les portes étaient claquées violemment, ils étaient harcelés par des entités démoniaques. Il me semble que les voisins auraient pu constater à un certain moment ou à un autre ces événements-là, ou même un rapport de police aurait pu être fait, mais on n'a absolument rien qui prouve leur dire. L'un des récits les plus frappants de cette histoire-là, je vous l'ai raconté tout à l'heure, c'est l'histoire des sabots qui ont été imprimés dans la neige. Le problème avec cette histoire-là, c'est que on a pu mettre la main sur des rapports météorologiques, et à cette époque-là, c'était impossible d'avoir de la neige à Amityville. Et les archives météorologiques du comté de Suffolk nous prouvent qu'il n'y en avait pas de neige. Sinon, je vous parlais de mon événement préféré dans la maison lorsqu'ils ont découvert la fameuse pièce rouge dans le sous-sol. La famille Lutz a toujours soutenu finalement que ils ne savaient pas qu'elle existait, cette pièce-là. Elle était écrite nulle part, elle n'était pas dans les plans architecturaux comme je le disais tantôt. Mais oui, elle était là. Il y a même certains propriétaires de la maison qui ont succédé ou qui ont précédé la famille Lutz, on s'entend que je parle pas des DeFeo, qui ont confirmé que cette pièce-là, c'était juste un simple placard à rangement qu'on voyait très bien lorsqu'on allait au sous-sol, qui n'était pas caché par absolument rien. Elle n'était que là. Et sur les plans, même un agent immobilier l'a confirmé, la pièce était bel et bien présente. C'était donc une pièce accessible, tout à fait normale, qui avait absolument rien d'une espèce de sanctuaire, de rituel quelconque. Et là, à mesure que les Lutz vont raconter leur histoire, les versions vont commencer à diverger d'une à l'autre. George évoquait des possessions, des rituels, des visions. De l'autre côté, on a Cathy qui se gardait une petite gêne, comme on dit. Elle était beaucoup plus réservée par rapport à ces événements-là.
Les enfants aussi, un petit peu plus tard, à l'âge adulte, vont offrir des scénarios beaucoup plus contrastés. D'ailleurs, Daniel, en 2013, va évoquer en fait un petit peu sa version des faits et va accuser George d'avoir fait des rituels à l'intérieur de la maison, invoquant donc lui-même les fameuses présences qu'il voulait fuir. Mais les autres membres de la famille, eux, ont rejeté cette version de l'histoire ou ont même refusé de parler de la série d'événements qui a troublé la famille. Et là, on va vivre ensemble l'entrée de William Weber. William Weber, c'est l'avocat de Ronald DeFeo Jr. qui a soutenu avoir inventé cette histoire-là avec George Lutz de A à Z autour de quelques verres de vin, prétendant que ça ferait une excellente histoire à vendre pour écrire un roman. Évidemment, ça a complètement créé un séisme médiatique à l'époque. Les Lutz nièrent en trombe malgré que le mal était déjà fait par Weber. Certains y ont vu une espèce de tentative de vengeance de la part de l'avocat. Entre-temps, il y a plusieurs journalistes, dont Paul Hoffman et Rick Moran, qui vont visiter la maison. Eux s'attendaient à voir une maison en véritable saccage après avoir vécu le passage d'une entité aussi sombre et démoniaque. Mais non, la maison était en parfait état. Il n'y avait pas de fenêtres fracassées, les portes étaient visiblement en excellentes conditions, les murs suintaient pas du sang, ce qui est déjà une très très bonne nouvelle. Il n'y avait pas de lutte, il y avait pas de signe de lutte, pas de signe de chaos, il y avait absolument rien qui démontrait que cette famille-là avait fui quelque chose de démoniaque qui venait hanter leur existence. Il y a le fameux cas du prêtre aussi. Le prêtre Mancuso, si je me souviens bien, j'espère que je prononce bien son nom d'ailleurs, qui me laisse un petit peu perplexe. C'est le prêtre qui aurait entendu l'entité lui dire de sortir. Pourtant, on n'a aucun enregistrement, on n'a aucun rapport ecclésiastique, on n'a aucun rapport sous serment non plus, qui prouve que cet événement-là est réellement arrivé. Et pour pas aider, l'Église a décidé de ne pas commenter l'affaire et le prêtre a lui-même décidé de prendre ses distances par rapport à cette histoire-là. On sait d'ailleurs qu'il a été affirmé qu'il a été malade, le prêtre, mais encore une fois, on n'a aucun rapport médical qui prouve que c'est arrivé. Dans le monde de l'ésotérisme, il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Que ce soit des charlatans ou que ce soit des fraudeurs qui vont tenter de profiter de la passion ou de la naïveté des gens, on ne peut pas se permettre de croire tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on voit. On peut se permettre de garder une porte ouverte par rapport à ces événements-là, mais une chose est sûre, le récit d'Amityville, qu'il soit vrai ou faux, nous a réellement amenés aux lisières du paranormal. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite maintenant à aimer, commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous avez une histoire à me raconter, écrivez-moi, les infos sont en description. Et si vous désirez continuer l'aventure aux lisières du paranormal, vous pouvez poursuivre avec cette vidéo affichée à l'écran.